Bonsoir à toutes et à tous. Je vais inviter, bon, tout le monde a l'air de s'asseoir, les dernières personnes vont pouvoir s'asseoir. Je me présente Pascal Autret pour ceux que j'ai pas eu le plaisir de rencontrer encore sur le terrain en circo. Donc collaborateur de Raquel, en circo principalement, militant insoumis et enseignant aussi à Bobigny. Donc merci à vous d'être aussi nombreuses et nombreuses pour cette soirée des vœux de notre député. Au nom de l'équipe de la députée, je tiens à déjà remercier chaleureusement la ville de Bobigny qui met à disposition la salle Pablo Neruda et notamment le maire Abdel Sadi qui nous rejoindra un peu plus tard. Remercier aussi les agents de la ville qui ont rendu cette soirée possible et les militants qui ont participé à la préparation de l'événement. Dans quelques instants, je vais donner la parole à José Moury, suppléant de Raquel Garrido et aussi premier adjoint PCF de Bobigny. C'est assez important de le rappeler pour nous parce que c'était vraiment un ticket France Insoumise, Parti communiste aux élections. C'est ce ticket-là qui a permis aussi de chasser la droite apériste. Et du coup, c'est un symbole d'une unité qui est non seulement souhaitable, mais qui est aussi essentielle pour s'opposer à un gouvernement qui est de plus en plus réactionnaire et qui sert de marchepied à une extrême droite qui est plus que jamais décomplexée et raciste aussi. On a pu le voir il y a pas, avec la loi immigration notamment. Ensuite, on aura notre députée, Raquel Garrido, qui présentera ses vœux pour l'année 2024, qui sera sans aucun doute une nouvelle année de lutte pour la paix, pour l'égalité et la justice. Et puis après l'allocution de notre députée, on aura le plaisir de partager un moment convivial et festif avec un verre de l'amitié et un buffet qui a été préparé par Anita Gadji, que nous tenons également aussi à remercier très chaleureusement. José, je te laisse la parole. Chère Raquel, Madame la députée, cher Abdel qui va nous rejoindre, Monsieur le maire, mais il est partout ici. Euh, chère, chère Karine, Madame la conseillère municipale de Drancy, chers amis élus principalement de Bobigny, mais j'en ai peut-être raté d'autres, Monsieur le député de la Seine-Saint-Denis, cher Alexis Corbière, chers amis et camarades des villes de Bobigny, Drancy et Le Bourget, bonsoir à toutes et à tous. Avant toute chose, je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous une très bonne année 2024, une année remplie de petits et grands bonheurs qui permettent à chacune et chacun d'entre nous de poursuivre notre combat au quotidien. Raquel, c'est un plaisir de te retrouver ce soir, 18 mois après ton élection et la victoire commune face à un Jean-Christophe Lagarde qui voulait cumuler un cinquième mandat. Face au gouvernement Macron successif, nous avons pour nous représenter à l'Assemblée nationale non plus un député d'allégeance aux politiques de droite, mais une députée de combat et de résistance, bien plus en adéquation avec les aspirations profondes des habitantes et habitants de notre circonscription. J'ai eu connaissance, en parlant de lui, j'ai eu connaissance d'un tract que l'ancien maire de Drancy vient d'adresser. On se demande bien d'ailleurs à quel titre et avec quelle légitimité, et accessoirement avec quel financement. Euh, mais ça, les personnes verront, au Bourgetine et au Bourgetin, parce qu'il y a une élection municipale qui se joue, vous le savez sans doute, dimanche prochain, dans lequel il apporte son soutien au maire sortant. Il est assez drôle, ou plutôt pathétique en fait, d'y constater qu'il consacre à peine 2 lignes à vanter les qualités et le bilan de M. Bortali, le maire sortant, à peine un peu plus à dire le mal qu'il pense de Sandy Desrumeaux Chartedine, pardon, la candidate, mais qu'en réalité, la quasi-intégralité de sa missive vise à expliquer que Sandy serait sous l'influence du gourou Garrido, elle et son cortège de mots pour la société. C'est terrible. On n'est pas loin de la caricature du communiste dans les années 30, présenté comme l'homme au couteau entre les dents. Soit il faudra trouver une image, la femme, voilà. On voit que la défaite n'a pas été digérée et que sa seule obsession est son retour aux affaires, après en avoir été écarté par les urnes, d'une part, et par la justice, d'autre part. Oui, Raquel, tu ennuies Macron à l'Assemblée, tu gênes la droite locale sur la circonscription. Cela nous confirme que nous avons bien fait de t'élire en juin 2022. 2 mots sur le contexte dans lequel nous nous exprimons ce soir. 2023 a témoigné, a témoigné de la complexité de la période.
une année qui a débuté avec un mouvement social exceptionnel contre les retraites, mais qui a également été marquée par les guerres et par des régressions sociales, démocratiques et républicaines considérables. Ukraine, Myanmar, Yémen, République démocratique du Congo, Haut-Karabakh, voilà, on va trouver le juste équilibre. Palestine, les guerres s'étendent dans le monde. Partout, les civils sont les premières victimes de ces conflits armés, obligés de fuir les bombes et les massacres. Dans ce contexte, la réémergence d'un grand mouvement pacifiste est une exigence face aux conflits du monde, mais pas uniquement. Car l'affirmation de la paix est le plus grand des combats, comme l'affirmait Jaurès. Il y a urgence de combattre la logique belliciste sous toutes ses formes qui s'empare du monde. Face à ces situations, il nous faut réaffirmer la paix comme un véritable projet politique. Cette réaffirmation est une nécessité pour permettre l'émergence d'un grand mouvement pacifiste. La paix ne se résume pas à l'absence de guerre ou à la fin des conflits armés. C'est aussi une manière de vivre ensemble. Voilà ce qui devrait être la paix véritable que souhaitait Jaurès et celle à laquelle nous aspirons aujourd'hui. Il disait: la concurrence économique de peuple à peuple et d'individu à individu, l'appétit du gain, le besoin d'ouvrir à tout prix, même à coups de canon, des débouchés nouveaux pour dégager la production capitaliste, encombrée et comme étouffée sous son propre désordre, tout cela entretient l'humanité d'aujourd'hui à l'état de guerre permanente et latente. Ce qu'on appelle la guerre n'est que l'explosion de ce feu souterrain qui circule dans toutes les veines de la planète et qui est la fièvre chronique et profonde de toute vie. Comment lui donner tort encore aujourd'hui? L'état de guerre latent dans lequel nous vivons se traduit également par la recherche d'un ennemi de l'intérieur, par exemple avec le vote de la loi dite immigration dans notre pays, sur la base du programme xénophobe de l'extrême droite qui fait de l'étranger un ennemi public. Certes, le Conseil constitutionnel vient de censurer plus d'un tiers du texte, en rejetant 35 des 86 articles, donnant ainsi une baffe monumentale au gouvernement. C'est la démonstration de leur incompétence, de leur lâcheté et de leur rupture avec les valeurs de notre République. Le pari cynique d'Emmanuel Macron a pourtant fonctionné, offrant au passage une victoire idéologique au RN, faisant voter par le Parlement une partie de son programme. Avec cette loi, une digue qui n'avait pas encore totalement cédé vient de sauter, celle du rapport au monde et aux autres, à l'étranger et à l'ailleurs, celle de l'humanisme, élément fondateur de la Révolution française et de la Déclaration de 1789. Cet humanisme qui fut et reste le moteur de l'invention, de la conquête et de la défense des droits fondamentaux du genre humain. Les désormais 29 lois sur l'immigration depuis 1980, 29 lois sur l'immigration depuis 1980, n'ont résolu aucune des urgences auxquelles fait face la France, car le problème n'est pas l'étranger, il est social, démocratique et écologique. Par contre, toutes ces lois, et particulièrement cette dernière, ont réussi à installer au cœur du débat public les mots et les idées sur lesquelles prospère l'extrême droite. Les idées que les droits humains ne valent pas pour toutes et tous, qu'il est légitime de faire le tri entre ayant droit et sans droit, qu'il est normal d'instaurer une préférence nationale, qu'il faut nous barricader face au monde qui nous entoure, que l'immigration est une menace, voire un danger. Le vote de cette loi est d'autant plus ignoble qu'elle va également à l'encontre des priorités des Français. Selon un sondage paru le 3 janvier, pour 52 des Français, le pouvoir d'achat et donc l'augmentation des salaires doit être la priorité d'Emmanuel Macron. Si on tente de nous rassurer en nous expliquant par A plus B que l'inflation diminue, il n'empêche que les prix de l'alimentation, eux, ne baissent pas et ne sont pas prêts de baisser. Ils vont juste augmenter moins vite et on devrait être rassuré. Les prix flambent et la situation devient insupportable pour les Françaises et les Français qui se voient contraints de débourser des sommes de plus en plus exorbitantes pour subvenir à leurs besoins vitaux. Avec ces augmentations galopantes, 18% des ménages vivent continuellement à découvert. 31% des Françaises et Français sautent des repas parce qu'ils n'en ont plus les moyens.
Une France condamnée au petit salaire, c'est le résultat d'une politique économique sciemment mise en œuvre par le gouvernement, reposant sur l'exonération des cotisations sociales sur les bas revenus et le refus d'indexer l'ensemble des salaires sur l'inflation. Le remaniement n'y changera rien. Au contraire, il confirme cette orientation du gouvernement en place qui poursuit son virage à droite toute. Cette orientation qui s'attaque aux salaires pour mieux laisser les revenus du capital exploser. En 2018, les revenus du capital représentaient 51 milliards d'euros. 5 ans après, ils représentent 97 milliards d'euros, pratiquement le double. Dans le dernier rapport d'Oxfam, on apprend que par tranche de 100 dollars, 100 dollars de bénéfices réalisés par les plus grandes entreprises mondiales, 82 dollars vont directement dans la poche des actionnaires. À 6 mois du scrutin européen, les sondages donnent le Rassemblement national en tête le 9 juin prochain, avec 31% des intentions de vote. Pour rappel, le RN avait réalisé 23,34% lors du dernier scrutin européen en 2019. À gauche, la liste du PS obtiendrait 9%, suivi de la liste FI avec 6,5%, suivant les sondages, ça change tous les jours, et de EELV avec 6%. La liste du PCF serait créditée de 3%. Et oui, c'est désunis que la gauche s'apprête à animer cette campagne. Cette situation nous semble d'autant plus insupportable qu'ici, dans cette circonscription, nous avons cru et nous avons fait vivre l'union de la gauche. Et c'est d'ailleurs dans le cadre de la NUPES, sans pour autant effacer ton appartenance à l'AFI, on le voit, euh, que tu as été élu, Raquel. Nous allons donc vivre une période particulière, puisque depuis presque 2 ans maintenant, nous avons pris l'habitude de militer côte à côte sur bien des batailles. Et là, nous allons chacun de notre côté mettre en avant auprès des citoyens le candidat de nos organisations respectives. Il est déjà difficile de vivre dans un environnement démocratique où le 49.3 est devenu la norme. Il faut en plus que notre capacité à discuter entre nous à gauche soit limitée par nos appareils. Tu as eu, Raquel, le courage de dénoncer cette situation d'impasse politique, ce qui t'a valu d'être mise à l'écart. Comme je l'ai fait sur le moment, je le redis aussi ce soir, je condamne les mesures qui t'ont visé, non seulement parce qu'elles sont injustes à titre personnel, mais aussi parce qu'elles sont révélatrices d'un chemin qui nous mène dans le mur et ouvrent la voie au pire scénario lors des européennes, dans un premier temps, et ensuite lors des présidentielles. C'est pourquoi nous en avons échangé. Nous nous engageons à mener ici, dans notre circonscription, une campagne qui visera non pas à monter un candidat de gauche contre un autre candidat de gauche, mais à nous battre sur des valeurs communes que nous voulons défendre dans une Europe des peuples et pas une Europe du capital. Notre devoir est de rester ici exemplaires dans l'Union, comme nous avons su le faire jusqu'ici, et nous tenterons de l'être. Je nous souhaite à tous une bonne année et beaucoup de force et de courage à toi, Raquel. Merci de votre attention. Et associez vos applaudissements à Raquel qui nous rejoint ici. Merci. Trop longtemps. J'ai eu une volonté de censure de la part, non pas de mon groupe parlementaire, mais de la part de la nature. Mais je résiste, comme d'habitude. Cher José, merci, merci de tes paroles amicales. À travers toi, je veux aussi remercier les femmes et les hommes qui animent la vie démocratique dans ce territoire, dans cette circonscription. C'est pour moi vraiment un honneur de pouvoir compter sur la présence des élus, des responsables associatifs. Je voudrais en mentionner certains, vous êtes là et je vous en remercie. Frédéric Choletti, Ranjit Singh, Rachel Zéou, Christine Favé, Edir Madadi, Claire Dupoisa, Karine Milet. Je voudrais aussi remercier les organisations syndicales, les associations sportives, Sandra Morin du LCGT, Ibrahim Saad, l'association comorienne de Bobigny, Myriam Tapchiche, des Amis de l'Étoile, Valérie Resdorf du collectif Paris Campagne à Drancy, Michel Debailly de la RAC à Drancy, entre autres, et surtout
Ce qui me touche, c'est que vous, mesdames et messieurs, les habitants de la circonscription de Drancy, du Bourget et de Bobigny, vous soyez aussi nombreux ce soir. Nous sommes presque 200 personnes et pour moi, vraiment, c'est une marque d'affection que je n'oublierai jamais. Je vous en remercie. On est là, bon, pour les vœux. C'est un exercice obligé, mais c'est un exercice important parce que je pense que c'est important de se donner du courage. Hein. L'année 2023 a été une année qui nous a mis à rude épreuve. Souvenez-vous, on a passé tout le début de l'année à lutter pied à pied contre la loi qui mettait la retraite à 64. Et notre bataille a été exemplaire, il faut le dire, dans l'unité syndicale la plus absolue, dans l'unité politique des forces de la NUPES, ça a été dit. Et nous avons pris entièrement part à la mobilisation. Et c'est d'ailleurs, et j'en suis très fière, ici à Bobigny, que nous avons accueilli le plus gros meeting en Seine-Saint-Denis dans le cadre de la mobilisation des retraites. C'était ici à Bobigny le 16 février. Et ont pris la parole Kamel Brahmi, secrétaire départemental de la CGT, ainsi que des parlementaires des forces de la NUPES, Fabien Gay, Boris Vallaud, ainsi que mes amis et camarades Clémentine Autain, François Ruffin et Alexis Corbière, dont je remercie la présence ce soir. Il est à mes côtés ce soir et il est à mes côtés en général. Merci pour ça, Alexis. Et je voudrais aussi en profiter, elles ne sont pas là ce soir, mais pour dire la gratitude et l'amour que j'ai pour mes 3 filles, Victoria, Inès et Barbara, qui sont des enfants de militants. Ici, vous savez qu'être enfant de militant, c'est quelque chose qui a des conséquences, parfois géniales, parfois terribles. Et pour ça aussi, je sais ce que je leur fais vivre et je leur remercie de leur passion. Alors, pour revenir au mouvement des retraites, vous connaissez l'issue de cette bataille. Hein. L'histoire de cette bataille-là a été l'histoire d'un abus de pouvoir. Comment est-ce possible? Bonsoir, monsieur le maire, bienvenue parmi nous. Attends, il y a une place là devant, il y a 2 places là, vous pouvez vous mettre là. Il n'y a pas de souci. Je disais que l'histoire du mouvement des retraites est l'histoire d'un abus de pouvoir. Un homme seul, le président de la République, qui dispose du pouvoir constitutionnel d'imposer sa volonté personnelle à 93% des personnes en activité. Aucun démocrate sincère ne peut accepter cela. Et je vais le dire, je le dis souvent, vous me l'avez souvent entendu dire, mais je vais le redire ce soir. La démocratie, ce ne sont pas des gouvernants qui disent quoi faire à des citoyens. La démocratie, c'est des citoyens qui disent quoi faire à des gouvernants. Donc, quel est l'obstacle? Quel est l'obstacle pour que soit respecter la volonté générale? Le mouvement populaire massif du printemps dernier a imposé à des élus, même de droite, un changement de position par rapport à la loi retraite. Et vous le savez que nous étions, par ces revirements de la droite, majoritaires à l'Assemblée nationale. Vous savez que le 16 mars, je vois Majid, mais je parlerai des organisations politiques tout à l'heure. Vous savez que le 16 mars, lorsque nous étions dans l'Assemblée pour voter pour ou contre la loi retraite, nous étions majoritaires. Et c'est pour ça que le président de la République a décidé qu'il n'y aurait pas de vote. Il a décidé, vous le savez, grâce à cet article de la Constitution, je vois aussi Youri et Tilleux, je vois mes lunettes de loin, petit à petit, là, je vais faire le point. Il y a tout le monde qui est là ce soir, c'est fantastique. Cet article de la Constitution, l'article 49.3, il permet de considérer comme adoptée une loi qui, en fait, n'a pas été votée. Et c'est évidemment choquant pour nos propres principes démocratiques. Et c'est même choquant au regard de ce que dit par ailleurs la Constitution elle-même, qui dit que la République, le principe de la République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est ça qu'a écrit la Constitution. C'est ça le principe qui nous gouverne. Mais les principes, en général,
et les principes démocratiques en particulier, le président de la République, il en fait des charpie. En fait, il n'applique les règles que si cela l'avantage personnellement. Et en fait, ce qui est très évident aujourd'hui, c'est que le macronisme, c'est en fait une forme de pouvoir qui est totalement discrétionnaire, totalement opportuniste et totalement contraire à l'état de droit. Laureline Fontaine, qui est une professeure de droit constitutionnel que j'ai auditionnée à l'Assemblée nationale dans le cadre d'un groupe de travail parlementaire que j'ai lancé pour le passage à la 6e République. Et d'ailleurs, à cet égard, je voudrais aussi saluer ce soir la présence d'un essayiste que j'admire beaucoup qui s'appelle Alphée Roche-Noël et qui a aussi été auditionné par ce groupe de travail pour la 6e République. Elle disait, Laureline Fontaine, que le problème actuel que nous avions en France, c'était le manque d'éthique de la fonction gouvernante. Le manque d'éthique de la fonction gouvernante. Alors, qu'est-ce que c'est que le manque d'éthique de la fonction gouvernante? C'est justement ce rapport à la règle. La règle, c'est on l'applique seulement si elle nous arrange. Par exemple, c'est effectivement le fait de ne pas reconnaître les votes majoritaires de l'Assemblée nationale. Lors du débat budgétaire de 2023 ou maintenant 2024, vous savez, qui a été annulé par les 43 successifs, lorsque nous votons à la majorité 12 milliards d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments, 3 milliards d'euros pour le fret ferroviaire, lorsque nous mettons en place une taxe sur les super dividendes, c'est-à-dire les suraccumulations de dividendes par les actionnaires, lorsqu'on vote à la majorité, là je vous parle de la majorité, c'est pas seulement la NUPES, d'accord, c'est la majorité de l'Assemblée nationale. Lorsqu'on remet en place l'exit tax, en fait, c'est un impôt qui vise les chefs d'entreprise qui délocalisent leur domicile fiscal. Et donc, ça taxe les plus-values, on appelle les plus-values latentes de ces chefs d'entreprise-là. Ça, on l'avait voté, de rétablir l'exit tax. Eh bien, l'absence d'éthique de la fonction gouvernante, c'est ne pas respecter la règle de la majorité et justement passer tout ça par perte de profit avec le 49.3. Et le pire, c'est que c'est accompagné d'un double discours où ils nous accusent, nous, la NUPES, de ne pas respecter les institutions. Parce qu'évidemment, ce serait trop simple d'assumer fondamentalement ce qu'ils font. En plus, ils accusent les autres de leur propre travers, comme le font les pervers narcissiques. Eh bien, ce manque d'éthique de la fonction gouvernante, on l'a vu toute l'année. Et on l'a vu encore ces dernières semaines. Le manque d'éthique, par exemple, c'est de dire, comme l'a dit le président Macron, que la loi immigration ne serait pas promulguée si elle passait grâce aux voix de l'extrême droite. Et ensuite, quand elle passe grâce aux voix de l'extrême droite, parce qu'il a effectivement fallu 6 voix du RN pour adopter la loi immigration, eh bien, il la soutient quand même. En fait, on dirait ça dans un langage, on va dire, plus populaire, plus de chez nous, on va dire que ces gens n'ont pas de parole. Ces gens n'ont pas de parole. La parole, c'est cet engagement unilatéral que l'on prend vis-à-vis d'un autre, pas parce qu'on est obligé, mais parce que ça correspond à notre conception de l'organisation de la société, des liens sociaux entre nous. N'avoir qu'une parole, eh bien, ces gens n'ont pas de parole. Ils disent une chose, ils font le contraire. Ils mentent à tout bout de champ, toute la journée. C'est vraiment quelque chose qui est profondément choquant, qui est destructeur. Et vous avez pu voir, s'agissant de la loi immigration, que José a parfaitement critiqué, qu'ils ont quand même eu l'audace de créer un coup à deux bandes en faisant croire à la droite, en extorquant en quelque sorte le vote de la droite avec des dispositions qu'ils savaient inconstitutionnelles. Donc, ça veut dire que la droite elle-même, elle a été victime d'une fraude. Tant pis pour elle, hein. Eux non plus n'ont pas d'éthique. Eux, ou alors ils s'en fichent, ou alors ils savaient, peut-être qu'ils n'ont pas pu voir, ils n'ont pas vu voir le coup, ou alors ils s'en fichaient parce que peut-être que le seul problème de la droite, au fond, c'est toujours cette ruse des puissants qui est, lorsque le peuple est uni, de vouloir le diviser sur le fondement de notions comme l'ethnie, la religion, la provenance géographique. C'est peut-être ça, tout simplement, ce que voulait la droite et l'extrême droite et Darmanin,
c'était de trouver une cible des immigrés. Alors, moi, ça me frappe à quel point 2023 a commencé dans un élan puissant d'unité du peuple. 93% d'accord, c'est rare hein, dans la vie de militants politiques. Dans la démocratie, c'est rare. Et on a commencé ensemble et à la fin, on a terminé l'année avec cette tentative tout à fait cynique de vouloir nous diviser sur la base de notre provenance géographique. Il faut vraiment que les gouvernants déploient beaucoup de cynisme pour arriver à leur fin, qui est de nous empêcher d'être ensemble. Mais nous avons du ressort et j'y reviendrai. Et évidemment, évidemment que nous ne lâcherons pas l'objectif que cette loi immigration n'entre jamais dans l'ordre juridique français, qu'il ne soit pas promulgué, n'entre pas en vigueur. Alors, je dis comme ça les gouvernants sans dire les noms. Parce que des fois, je me dis, qu'est-ce que ça change en fait? Qu'est-ce que ça change? Que ce soit Elisabeth Borne ou que ce soit Gabriel Attal. Qu'est-ce que ça change? Gabriel Attal. Alors, Gabriel Attal, on l'a connu ici comme, d'abord on l'a connu comme ministre des budgets, tous les budgets successifs adoptés par 49.3 dans lesquels on n'avait pas le droit de discuter, on n'avait pas le droit d'examiner les articles, on n'avait pas le droit de voter, on n'avait pas le droit de décider en fait ce qui était la destination de nos impôts. Et puis après, on l'a connu comme ministre de l'Éducation nationale. Alors, je suis très fière cette année, là, à l'automne, avec les camarades insoumis, on a réalisé un audit, une sorte d'enquête sur la situation scolaire. Dans la circonscription, il y a 100 établissements scolaires de la maternelle au lycée. Et donc, les camarades, et à cet égard, je veux remercier les responsables politiques qui sont là ce soir, je le disais. Déjà, je voulais remercier Majid Madi, qui est secrétaire du Parti communiste de Bobigny, Yougri Etio, je le disais tout à l'heure, du Parti socialiste aussi de Bobigny. Et je veux remercier aussi, notamment pour tout ce qu'ils font, mais aussi pour la réalisation de cet audit sur la situation scolaire, les responsables de la France insoumise dans la circonscription. Je pense à Mélissa Tazligol, je pense à Marc Patin, je pense à Sajentan Satanadan Mourti, pardon, excuse-moi, Sajentan, Anita Atso, qui est au demeurant une grande cuisinière. Donc ce soir, elle est chargée de vous régaler après l'intervention. Céline, Colline, Axel Carman, bref, les camarades, merci. Merci parce qu'évidemment, tout ça ne peut pas être fait sans la participation personnelle de citoyens qui sont très engagés. Et tout ça a été fait dans la coordination, l'excellente coordination de Pascal Autret, que vous connaissez parce qu'il a pris la parole en entrée de cette soirée. Et vous le connaissez aussi parce que comme il est moi je dis instit, on dit plus instit, on dit professeur des écoles à Bobigny, il connaît bien les élèves, il connaît bien les familles, vous le connaissez. Et merci Pascal. J'en profite aussi pour saluer toute mon équipe, hein, Julie Mokrani-Thomason, qui est ma directrice de cabinet, Johan Sales et Naomi, qui travaille maintenant avec nous. Bref, je suis extrêmement reconnaissante de toutes ces personnes qui s'engagent, soit sur le plan professionnel, soit sur le plan militant, parce que nous sommes une circonscription, nous sommes un territoire qui mérite d'être défendu. Qu'est-ce qu'on a vu quand on a fait cette enquête sur l'éducation? On a vu que la réalité ne correspondait pas au discours ministériel. Alors, évidemment, ça devient tellement évident qu'on se dit, bah, c'est normal le mensonge en politique. Mais non, en fait, c'est pas normal. Nous devons avoir des standards politiques, nous devons avoir des standards éthiques qui nous obligent à dire la réalité. Et la réalité, c'est que dans chacun des 100 établissements de notre circonscription, il manque une AESH. La réalité, c'est que dans chacun des établissements qui a répondu à l'enquête, il manque soit un conseiller principal d'éducation, soit un assistant d'éducation, qu'on appelait avant les pions. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, au moment où on parle au Bourget, il y a une dame, une AESH, elle a 7 enfants. Charge. La réalité, c'est qu'actuellement à Bobigny, à Langevin, il y a une classe de CP, il n'a toujours pas de maître titulaire. Ça fait 7 remplacements successifs qu'il voit dans une école de CP. C'est une année cruciale pour l'apprentissage, notamment de la lecture. C'est ça la réalité. Après, vous voyez des ministres à la télé qui disent oui, on lutte contre le harcèlement scolaire.
Mais il y a un médecin pour 23 000 élèves en Seine-Saint-Denis. Il manque des adultes partout. Donc, expliquez-moi voir comment vous pouvez créer, générer la confiance chez les enfants pour qu'ils parlent à des adultes s'il n'y a pas les adultes. C'est ça la réalité. La réalité aussi, c'est que dans tout l'entourage psychosocial du travail éducatif, c'est absolument une catastrophe. J'ai été reçue par les personnels du centre médico-social ici à Bobigny. C'est une équipe pluridisciplinaire absolument fantastique. Mais elles m'ont dit qu'aujourd'hui, si un institut repère chez un enfant, mettons un enfant en moyenne section de maternelle, peut-être voilà, un soupçon de diagnostic psy, eh bien, pour avoir un premier rendez-vous aujourd'hui pour un enfant de Bobigny, CMP de Bobigny, c'est 3 ans. 3 ans. Donc, le prof va repérer l'enfant en moyenne section de maternelle. Il va se passer la grande section, le CP, le rendez-vous, le premier rendez-vous, il va être en CE1. Et après, vous voyez, on allume la télé et tout le système, tous ces ministres passent leur temps à dire du mal de nous, de nos enfants, disent du mal de la façon dont on éduque nos enfants. Mais eux, ils font quoi? Eux, ils font quoi? Eux, mettent leurs enfants à Stanislas. Lorsque les enseignants du collège Paul Bert à Drancy se sont mis en mouvement avant Noël parce qu'il y avait déjà accumulé en 4 mois de cours 1000 heures non remplacées pour les collégiens de Paul Bert Drancy, les profs se sont mis en grève, se sont donné rendez-vous devant la DSDEN à Bobigny et la DSDEN a refusé de les recevoir en disant que la politique de la direction académique départementale, c'était pas de recevoir les profs et les parents d'élèves mobilisés. Qu'il a fallu que je vienne personnellement, que je demande à être entendue personnellement. Et c'était grotesque. À la fin, ils ont dit oui, vous, Madame la députée, on peut vous recevoir, mais pas les profs. Alors, c'était un sketch, parce que moi, j'ai dit, je ne rentrerai pas sans les profs. Donc, finalement, allez, on a négocié, et je suis rentrée avec les profs. Mais, vous voyez le niveau de mépris? Ces gens donnent tout pour nos enfants. Respectent une vocation professionnelle qui est merveilleuse, qui est glorieuse, et ils sont humiliés. Franchement, le rapport de ce gouvernement vis-à-vis de l'éducation nationale, c'est plus que du mépris. Moi, je dirais que c'est du sabotage. C'est du sabotage. Et l'affaire Amélie Oudéa-Castéra, ce n'est pas anecdotique. Cela révèle le sabotage de l'école publique par des personnes qui sont des militants du business de l'école privée. Et je ne veux jeter la pierre ici à personne ce soir qui aurait pris la décision personnelle, pour des raisons qui regardent chaque famille, d'opter pour un autre choix que l'école publique. En revanche, je dis que lorsqu'une ministre dénigre les enseignants en disant qu'ils sont plus absents que dans le privé, elle ment. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai que les profs, d'une façon générale, sont plus absents que dans les autres professions. C'est plutôt moins, à vrai dire, selon les études. Et ça n'est pas vrai que les profs du public sont plus absents que dans le privé. Ça n'est pas vrai. La seule réalité, c'est que dans le public, on n'organise pas le remplacement des personnes qui, inévitablement, de temps en temps, sont absents. Soit parce qu'ils sont malades, voyez-vous. Moi, je suis malade, je ne pourrais pas faire classe devant les élèves. Hier ou avant-hier, je n'aurais pas pu. 500 de voix totale. Puis des fois, on doit, c'est rare parce qu'il n'y a presque plus d'heures données pour la formation, mais on devrait, nous, en tant que citoyens, militer pour que les profs puissent de temps en temps être absents pour réfléchir à leur profession, réfléchir à ce qui se passe dans la classe, mettre les choses en commun, parce que c'est dur d'être tout seul toute la journée devant les élèves, c'est dur d'avoir leur recul. Pour tout ça, il n'y a pas de remplacement. Donc, ces gens, en fait, c'est en connaissance de cause qu'ils affaiblissent l'école publique. Et Amélie Oudéa-Castéra, qu'on lui reproche, ce n'est pas seulement son choix personnel, c'est qu'elle est une militante de l'école privée. Quand elle dénigre l'école publique, et en fait, elle vend en fait sa cam. Elle vend le business de l'école privée. Et le pire de tout, je crois,
c'est que c'est tout ça, messieurs, dames, tout ça est fait sur argent public. Tout ça est fait avec vos impôts. Dans la loi de programmation de finances publiques 2024, c'est 9 milliards d'euros qui sont consacrés à l'école publique, à l'école privée, pardonnez-moi. 9 milliards d'euros. Vous trouvez ça normal, vous, que c'est comme si, par exemple, je sais pas, les impôts payent le bus, payent le métro, mais vous dites non, non, moi, ça ne me convient pas, je prends le taxi, mais je vous envoie la facture, s'il vous plaît, pour les impôts. Ben non. Donc, il faut quand même réfléchir un peu à tout ça, parce que, bien sûr, il y a la liberté. Bien sûr, la liberté éducative des familles, c'est important. Mais attention, les mêmes là qui appauvrissent l'école publique, et notamment l'école publique en Seine-Saint-Denis, n'ont pas le droit ensuite de ponctionner nos impôts pour bénéficier certains élèves et pas tous. Bien sûr que l'éthique de la fonction gouvernante, c'est que la ministre de l'Éducation nationale soit une militante de l'école publique, gratuite, laïque, obligatoire. Voilà l'éthique de la fonction gouvernante. Dans cette vision à géométrie variable qu'ont ces gouvernants, vous en avez repéré une là de ces jours-ci, deux même, je dirais, qui sautent aux yeux. La première, vous l'avez vue, c'est à propos de la gestion policière et judiciaire de la lutte sociale. Sophie Binet disait ce matin dans une interview, Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, disait ce matin qu'il y avait 1000 militants de la CGT, 1000 qui sont actuellement poursuivis pour des actions militantes pendant le mouvement des retraites. 1000. Certains ont mis du PQ autour d'un bâtiment. Certains ont mis le feu à une palette sur la voie publique. Puis ça vient après des tas de poursuites qui ont été faites contre des militants écologistes. Rappelez-vous les personnes qui tournaient le portrait de Macron ou qui l'enlevaient dans les mairies. Toutes ces personnes ont été poursuivies par la justice. Et aujourd'hui, Darmanin dit que les agriculteurs, eux, ont tous les droits dans leur lutte. Alors moi, mon objectif ici ce soir, c'est certainement pas de désolidariser des agriculteurs. Nous vivons dans une zone, très urbaine, très dense, mais nous avons la pleine conscience de l'importance dans la société d'avoir des personnes qui produisent notre alimentation. Et nous avons tout à fait, comme les agriculteurs, le respect du travail, la conscience que le travail doit être rémunérateur, que le travail doit être respecté. Évidemment que nous sommes solidaires avec les agriculteurs lorsqu'ils exposent que les distributeurs, la grande distribution ou l'agro-business ne les payent même pas au niveau du coût de la production de ce qu'ils font. Et cette solidarité, parce que nous avons une cause commune, connaissons la difficulté et ce que c'est que vivre en travaillant, mais que ce travail ne permette pas d'aller au bout du mois. Nous savons ce que c'est. Donc nous sommes dans la même cause. Eh bien, cette même cause, qui est celle de la lutte sociale, qui est celle de la lutte pour la dignité du travail, doit conduire les gouvernants à nous traiter tous à égalité. Ça doit être la même règle pour tous. Si l'utilisation de la police et de la justice n'est pas légitime à l'encontre des agriculteurs, elle n'est pas plus légitime à l'encontre des militants de la lutte sociale et écologiste. Vous avez vu qu'il y a aussi un autre sujet sur lequel il y a beaucoup de géométrie variable de la part de ce gouvernement, c'est la question internationale et la question de la guerre. Il s'est passé aujourd'hui quelque chose qui est très intéressant, c'est que la Cour internationale de justice a rendu un jugement, un arrêt, suite à la saisine de la Cour internationale de justice par l'Afrique du Sud, sur le fondement d'une convention internationale qui s'appelle la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Et ce qu'a dit le gouvernement, l'État sud-africain, ce qu'a plaidé l'État sud-africain devant cette Cour internationale de justice, c'est que cette convention n'était pas respectée par un des États membres qui était Israël. Et c'est même beaucoup plus précis que ça. Ce qu'a dit l'Afrique du Sud, c'est que
il y avait actuellement à Gaza un risque de génocide. Et compte tenu de ce risque plausible de génocide, la Cour était légitime à prendre, à ordonner à l'égard d'Israël un certain nombre de mesures conservatoires, des mesures obligatoires pour justement prévenir le risque de génocide. J'ai trouvé que cette approche juridictionnelle fondée sur le droit international de la part de l'Afrique du Sud, pour moi, je l'ai trouvée très intéressante parce que précisément, elle part de l'éthique, elle part de la règle qui doit être la même pour tous. Les enfants civils, les victimes civiles palestiniens valent autant que les victimes civiles israéliennes. La prévention du crime international de génocide doit être un objectif constant et même au-delà du discours politique, c'est une règle internationale qui oblige la France. La France est État partie à la Convention internationale de prévention et de répression du crime de génocide. En conséquence de quoi? La Cour a dit aujourd'hui plusieurs choses. Premièrement, elle a donné raison à l'Afrique du Sud sur un point. Oui, il y a un risque plausible de génocide à Gaza. Et ce n'est pas une opinion politique, c'est le droit. C'est le droit par la plus haute juridiction du droit international, la Cour internationale de justice. Et la Cour a ordonné à Israël, évidemment, de tout faire pour faire cesser ce risque, laisser passer l'aide humanitaire, rendre un rapport sous un mois indiquant quelles sont les mesures concrètes qui ont été prises pour qu'arrêtent tous les éléments qui constituent le crime de génocide, notamment le fait de tuer la population visée. Et ce jugement est obligatoire. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas un avis. C'est obligatoire. Et la France, je le disais aussi, comme État membre, aussi est contrainte. La volonté personnelle du président de la République n'entre pas en ligne de compte ici. Il n'a pas le choix de décider que dans certains cas, il s'inquiète de possibles crimes de guerre et dans certains cas, il ne s'inquiète pas. Ça n'est pas possible. Nous avons une règle, c'est la règle du droit international. Il faut l'appliquer. Et je suis heureuse qu'ici, dans cette circonscription, nous ayons trouvé ensemble le temps, l'énergie, la force pour faire un certain nombre d'actions pour la paix. En décembre, que ce soit à Drancy et à Bobigny, nous avons fait des événements, des rassemblements publics qui, je crois, ont montré l'attachement de notre territoire à cette éthique-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des œillères dans un cas et au contraire être obsédé dans un autre cas, quel que soit le cas, hein, parce qu'il y en a qui sont dans les deux sens. Hein. Nous devons être loyaux et respecter la vie humaine, respecter les civils et tout faire pour construire la paix. Et je suis heureuse que dans notre territoire, nous l'ayons fait. Alors cette éthique, je disais aussi qu'elle est importante pour moi dans la façon dont j'envisage 2024. 2024, c'est aussi le vœu, finalement le vœu que je forme, c'est que nous continuions tous ensemble d'incarner cette vision-là. Ici, c'est une circonscription qui a été marquée hein, par la fraude, par le manque d'éthique. Je sais très bien que si vous avez chassé Jean-Christophe Lagarde, c'est pas seulement parce que vous trouviez que j'étais quelqu'un de, je ne sais quel adjectif laudatif utiliser, mais c'est pas simplement ça. C'est parce que aussi vous aviez honte de ce que cet homme-là représentait pour notre territoire. Et José Maury, il faisait référence tout à l'heure, c'est vrai que Jean-Christophe Lagarde a pris la plume pour soutenir l'un des candidats à l'élection municipale de Bourget. J'en parle avec des pincettes parce que nous sommes en pleine élection justement et que je dois, en tant que députée, rester très à distance de tout ceci et séparer les choses. Ce soir, c'est les vœux de la députée. Ce n'est pas une soirée de campagne. Mais je veux dire ceci juste. Je trouve consternant que cet homme qui a détourné des dizaines de milliers d'euros pour les donner à sa belle-mère, la mère de Haut-de-la-Garde, que cet homme-là qui est aujourd'hui condamné par la justice, qui est aujourd'hui inéligible, c'est rare hein, quand la justice trouve que les peines
et les actes répréhensibles sont si graves qu'une personne n'est même plus digne de se présenter à l'élection et qu'il faut lui interdire. C'est rare. Mais Jean-Christophe Lagarde, aujourd'hui, il est inéligible. Mais voilà, il considère que son opinion est importante. Et ben moi, j'aurais honte à la place de Borsali. Et je ne veux pas donner de conseils à M. Borsali, mais si à sa place, je dirais tout de suite que merci, mais non merci. Parce que le soutien de Jean-Christophe Lagarde, il n'y a aucune personne digne d'une fonction représentative qui peut l'accepter dignement. Pour ma part, moi, je n'ai pas pris justement position dans cette campagne-là. La seule chose que j'ai faite à l'automne dernier, c'est que lorsque des femmes élues ont accusé le maire de comportements qui étaient de comportements de l'ordre de l'agression sexuelle, je les ai soutenues. Voilà, j'ai soutenu ces femmes-là. Parce que je sais que ce que c'est d'être une femme militante, l'adversité, le machisme, je connais. Et donc, je les ai soutenues, pas plus, pas moins non plus. L'éthique aussi, c'est important pour nos ambitions à gauche. Josy Moury l'a dit, ce n'est pas possible ni que l'oligarchie macroniste garde le pouvoir, ni que l'extrême droite se repeigne en alternative à cette oligarchie fraudeuse, menteuse, voilà, truqueuse. Donc, nous devons absolument incarner cette ligne droite, cette droiture. Notre projet, celui de la gauche, doit incarner le respect de l'état de droit. Nous ne sommes pas pour les règles à géométrie variable. Nous ne sommes pas pour le manque de transparence. Nous sommes pour que les règles s'appliquent à tous et à nous-mêmes. Je pense que c'est important. Et il y a ici dans notre territoire tant d'hommes et de femmes qui, tout en ayant le droit de vote, n'exercent pas le droit de vote. Sans doute parce qu'il y a une grande partie d'entre elles et eux qui ont été dégoûtés de la politique. Eh bien, le respect que nous devons avoir à l'égard du souverain, ça aussi je le dis souvent et je vais le répéter ce soir. Qu'est-ce que la souveraineté? La souveraineté est la caractéristique de celui qui n'a pas de maître. Donc, si en matière politique, vous levez la tête et qu'il n'y a personne au-dessus de vous, c'est que c'est vous le souverain. Mais si le souverain n'est pas au complet le jour du vote, si lors de la journée où il faut décider, où il faut donner ses instructions au gouvernement, aux gouvernants, aux futurs gouvernants, mais la moitié du souverain n'est pas là, est-ce qu'on est encore tout à fait souverain? Donc nous, les responsables politiques, nous, les militants, notre travail aussi, c'est de répondre à ce dégoût. Non pas en accusant les gens simplement ou de les culpabiliser parce qu'ils ont raté une élection. Je pense que ça ne sert à rien de faire cela. Les gens savent pourquoi ils ne vont pas voter quand ils ne vont pas voter. Mais en revanche, je pense que nous devons déployer une stratégie spécifique qui donne aux dégoûtés les raisons de venir à l'urne. Et nous devons accepter pour nous-mêmes des règles que nous imaginons être ce que voudrait cette partie du peuple qui est dégoûtée. C'est pour ça qu'on milite, par exemple, pour le droit de révoquer les élus en cours de mandat. C'est pour ça qu'on milite, par exemple, pour que le vote blanc et nul, s'il y en a trop, puisse annuler une élection. Vous voyez, ça, c'est des sujets qui, en général, les partis ne sont pas trop là-dessus parce que les partis, par fonction, parlent surtout aux gens qui votent. Il faut qu'on change ça, notre culture. Parce que la culture démocratique implique qu'on aille aussi parler aux gens qui ne votent pas. Il faut qu'on change aussi les rapports transactionnels. On ne vote pas parce qu'on nous donne un billet. On ne vote pas parce qu'on nous promet tel ou tel accès à tel ou tel service public. Le service public n'est pas la chose privée des élus. Le service public appartient au peuple. Par conséquent, si vous avez une place en crèche, si vous avez accès à un logement, si par vos compétences, vous avez réussi un concours, vous avez accès à un job, c'est votre droit, c'est votre compétence, vous l'avez tout simplement acquis pour la raison que vous êtes un citoyen. Ce n'est pas les élus qui, de leur poche, distribuent des choses qui, en fait, ne sont pas... On est contre les privatisations quand il s'agit du service public, mais la privatisation, ce n'est pas seulement le fait de donner à des grands groupes de service public. La privatisation, c'est aussi quand, par exemple, à Drancy, vous êtes blacklisté pour l'accès au service public si un jour vous avez critiqué les Lagarde. C'est ça aussi la privatisation. Et comme on est de gauche, on lutte contre ça également. Alors, merci. Vous verrez, cette année, vous verrez, avec les camarades,
et je vous invite à y participer si vous pouvez aussi. On déploie une activité, ça s'appelle l'audit citoyen de l'abstention. On sonne à toutes les portes et on propose, en fait, on pose des questions, c'est un sondage, on demande aux habitants s'ils sont pour ou contre, par exemple, le droit de révoquer les élus, pour ou contre ces mesures dont je vous parlais, la 6e République, une assemblée constituante. L'idée, c'est de parler de démocratie, parler de pouvoir populaire. Et on va développer ça en 2024. On a déjà commencé déjà. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très intéressant, sur le plan des rapports humains, du respect mutuel qu'on a les uns et les autres en tant que citoyens. J'espère aussi que cette aspiration à ce que nous fassions vivre la démocratie, à ce que finalement on déclenche un grand désir de transformer les institutions. Hein, je le dis souvent, la France a 49,3 raisons de passer à la 6e République. 2024, c'est un moment important pour cela. C'est un moment important pour faire valoir notre dignité de citoyenne et de citoyen. Et je sais que je peux compter ici, dans ce territoire, au Bourget, à Drancy, à Bobigny, avec vous, les hommes et les femmes qui êtes des citoyens engagés. J'ai oublié de saluer ce soir les présidents de clubs, notamment. Je crois que Marc Elia, du club de rugby, je crois qu'il est là. Le sport, c'est absolument fondamental. La culture, c'est absolument... Ah oui, j'ai oublié Magali de Canal 93, qui est là. Tous ces petits anticorps que nous créons dans la société qui font de nous des hommes et des femmes libres, c'est quelque chose qui doit être consubstantiel à ce que nous construisons. Et José l'a dit, nous allons passer un moment pendant les élections européennes, tanguer un petit peu, mais j'ai confiance. J'ai confiance dans notre volonté d'être toutes et tous ensemble. J'ai confiance dans notre aptitude et notre légitimité à construire un chemin vers des victoires, et notamment la grande victoire qui doit être celle de 2027. 2027, nous devons gagner. Nous devons, dans le cadre d'un accord de toute la gauche et des écologistes, des forces populaires, nous devons ensemble avoir un accord qui dise qui sera le ou la candidate pour la présidentielle, qui sera le ou le candidat pour aller à Matignon, Premier ministre, qui seront tous les candidates et candidats pour être députés, quel sera le programme. Évidemment, le fait que la NUPES en 2017 ait choisi un programme qui rompe avec ces années de hollandisme est un acquis fondamental pour la suite. Vous pouvez compter sur moi. Moi, je sais être loyale au mandat que vous m'avez donné. Je suis une élue de la NUPES. La NUPES, c'est à la fois un programme, à la fois une stratégie de rassemblement. À la minute où on parle, la stratégie de rassemblement est en échec dans les états-majors. Mais le programme, non. Et vous pouvez compter sur moi pour le défendre ardemment, à commencer par le premier chapitre, qui est celui de la démocratie. Merci, messieurs, dames. Vive la souveraineté du peuple, vive la France et vive la République.